Bonjour, on va parler d'intelligence artificielle. On va parler aussi du nouveau monde, celui du métavers, avec mon invité Antoine Borde. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du laboratoire de recherche en intelligence artificielle de Meta. Meta, on va expliquer, mais c'est le nouveau nom en gros de Facebook. Mais il n'y a pas que Facebook, il y a aussi Instagram, il y a aussi les autres filières de Facebook. Vous venez du monde universitaire français, du CNRS, hein, je crois, avant d'être recruté par Facebook, et donc vous dirigez la recherche sur l'intelligence artificielle. Et puis je signale au passage que vous êtes aussi l'heureux propriétaire d'une maison dans les Yvelines, ce qui est nouveau, ce qui fait que vous de vous un very important people des Yvelines. Alors on va essayer d'avancer pas à pas parce qu'on va aborder des domaines que tout le monde ne possède pas évidemment. D'abord un mot sur l'intelligence artificielle. On a l'impression que c'est l'avenir, mais elle est déjà là, l'intelligence artificielle, on s'en sert tous les jours. Ah oui, oui, totalement. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, c'est plus le futur, hein, c'est le présent. Quand on va sur Internet, quand on va sur son smartphone, pour faire que ce soit des choses sur Facebook, sur Instagram par exemple, mais aussi sur toute une quantité d'apps, il y a énormément d'intelligence artificielle qui tourne derrière pour permettre à ces services de fonctionner. Alors, si on veut, pour définir un peu en gros hein, ce qu'est l'intelligence artificielle, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu deux périodes, au fond, une première période où on mettait dans des machines le savoir des hommes, enfin le savoir qu'on avait acquis, c'est la première période, et puis la deuxième période qui est celle de l'intelligence artificielle, où c'est la machine qui apprend par elle-même. Voilà, en fait, il y a vraiment une accélération de l'intelligence artificielle depuis, je dirais, 5 à 10 ans, qui a été liée à l'arrivée de ce qu'on appelle machine learning ou apprentissage machine, qui après s'est transformé en deep learning ou apprentissage profond Mhm. en français. Et en fait, le changement qu'il y a eu entre l'intelligence artificielle d'avant, parce que l'intelligence artificielle, c'est vieux, ça date des années 50, 60. Mais l'accélération des dernières années, c'est effectivement qu'avant, il y avait ce qu'on appelait des systèmes experts. Ça veut dire qu'en fait, finalement, l'intelligence de la machine était très limitée, mais il y avait beaucoup d'intelligence humaine qui permettait à la machine de fonctionner. C'est-à-dire que les humains donnaient beaucoup d'informations à la machine, etc. Depuis les 10 dernières années, on a changé et maintenant, effectivement, les machines sont capables d'apprendre par elles-mêmes à résoudre certaines tâches en leur montrant des exemples. Donc, pour résumer, au lieu de leur dire qu'est-ce qu'il faut faire, on leur montre ce qu'on aimerait qu'elles fassent. Donc, un exemple que j'aime bien pour fixer Mhm. les idées, c'est la reconnaissance de caractères manuscrits, ce qui sert tout le temps. Par exemple, quand on écrit sur une tablette à la main et qu'en fait, ça reconnaît directement ce qu'on a et que ça le transforme en mots. Eh bien, jusqu'à l'arrivée de l'apprentissage profond, on avait des méthodes qui disaient que, par exemple, un 5, c'était formé d'une barre horizontale, une barre verticale et un demi-cercle. Voilà. Donc, il y avait plein de D'accord. définitions comme ça. Donc, évidemment, il y a plein de 5 différents. Donc, il fallait beaucoup de ce qu'on appelle ces règles-là. Et depuis 10-15 ans, on fait plus ça. On montre énormément d'images de 5 à la machine, écrites par différents gens, et on dit débrouille-toi, trouve comment on reconnaît un 5. Moi, ce que je te donne juste, c'est des exemples de 5. Voilà. Et bien, ça, c'est un changement. Et sauf que ça, maintenant, on ne le fait pas juste pour reconnaître les caractères, on le fait pour d'innombrables tâches. Bien sûr. Oui, voilà, on pourrait prendre des images, par exemple, reconnaître des animaux, reconnaître un chien, par exemple, ou un chat. Hein, mais alors, est-ce que la machine sait ce que c'est un chien, par exemple, ou un chat? Ben, Elle, voilà, donc elle- en fait, elle- elle sait on la va toujours reconnaître, elle rester à un connaît certain niveau l'apparence, mais est-ce que c'est superficiel. qu'il y en a un qui aboie, l'autre qui miaule, par exemple? Ouais, donc, en fait, la machine va être capable de trouver des motifs des informations, des connexions Mhm. dans ce qu'on lui montre. Donc en fait, on va lui montrer effectivement des vidéos, par exemple, de chats et de chiens, mais on va pas dire ce qu'est un chat, un chien. Les concepts n'existent pas dans la machine, en tout cas de la façon dont on les voit. Mais elle va arriver à reconnaître que cette forme à quatre pattes, effectivement, c'est un animal qui n'est pas le même que cette autre forme à quatre pattes. Alors après, toute une question qui est actuellement dans l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle l'interprétabilité, c'est-à-dire que, ok, la machine a dit que ça c'était un animal, et après on lui dit que ça, cet animal on l'appelle chien. Elle dit que ça c'est pas le même animal, c'est un autre animal qu'on appelle chat. Ok, bon, elle peut faire ça. Après, ce qui va être intéressant, c'est de lui dire, mais pourquoi est-ce que ça c'est un chien et pas un Mhm. chat? Voilà. Et donc ça,
et que la machine soit capable de répondre. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'interprétabilité, c'est-à-dire qu'on veut des machines qui soient capables, dans un langage humain, c'est-à-dire en leur parlant, de nous dire pourquoi elles ont pris cette décision et pas une autre. Par exemple, pour votre exemple, Patrice, c'était, j'ai dit que c'était un chat parce qu'en fait, ça a 4 pattes, ça ressemble à un chien, mais ça miaule. D'accord. Et y a une question d'ailleurs que ça pose. Vous avez, je pense, je crois, fait des recherches vous-même, enfin, avez fait des applications où, avec l'intelligence artificielle pour, par exemple, expliquer des thèses universitaires assez complexes. Et la machine y arrive, ça, à faire des résumés, par exemple. Voilà. Oui, et ça, c'est quelque chose qui est ça, c'est assez vraiment très utile. Il y a ce qu'on appelle le résumé automatique, c'est-à-dire effectivement de donner un document, et ça, c'est un peu le rêve quand même dans beaucoup d'entreprises, d'avoir un document, hein, je pense qu'on a tous des exemples en tête, des documents de 30, 40, 60, 70 pages, et d'être capable d'en faire une note de synthèse en 1 page ou 2 pages. Donc ça, et encore une fois, la manière dont l'intelligence fonctionne maintenant, c'est-à-dire qu'on ne va pas lui dire comment il faut faire, on va lui montrer des exemples de documents et de résumés. Et on va dire, maintenant, tu te débrouilles, tu apprends à résumer. Et maintenant, je te donnerai des nouveaux documents et tu vas me les résumer pareil. Ce qu'on a fait aussi en partenariat avec une association, une API, une association pour les parents, les amis d'enfants handicapés, et l'INRIA, qui est le grand établissement de recherche en intelligence artificielle publique. C'est un projet pour ce qu'on appelle la simplification de texte, ce qui est quelque chose d'assez intéressant aussi. Ce qui est qu'en fait, on va donner du texte en français et on va demander à la machine de le simplifier pour qu'il soit plus facile à comprendre pour des personnes qui sont en situation de handicap, en particulier de handicap mental. Et là, ce qu'on va vouloir la machine de faire, c'est faire des phrases plus courtes, faire des phrases à la forme active, enlever le vocabulaire compliqué, etc., etc. Et ça, en fait, c'est intéressant, c'est assez actuel aussi. On l'a appliqué pour les attestations de déplacement pendant le premier confinement. Voilà, vous vous rappelez, il y a eu beaucoup et franchement, elles étaient extrêmement compliquées à comprendre. Et bien en fait, on a fait avec cet outil une version plus simple que même moi j'utilisais. D'accord. Souvent, enfin, quand on parle notamment, et parce que ces machines sont censées aussi prendre des décisions elles-mêmes, il y a en effet, il y a ce qu'on connaît, il y a le savoir, il y a les probabilités, il y a aussi la psychologie. Et on se demande toujours, voilà, est-ce que ces machines d'intelligence artificielle sont capables de psychologie? Est-ce qu'il y a une dimension psychologique dans ces machines-là? C'est une question ouverte, hein, parce que encore une fois, les machines sont capables de faire. Je parle de machines qui sont capables d'apprendre à partir d'exemples, mais elles vont être capables d'apprendre à partir de ce qu'on leur demande d'apprendre aussi. C'est-à-dire qu'en fait, la machine dont je parlais à l'instant, qui est capable de faire de la simplification de texte, elle est capable de faire que de la simplification de texte. C'est-à-dire qu'elle ne va pas se lever un matin et dire voilà, maintenant je vais aller apprendre à conduire une voiture automatique ou je vais aller apprendre à jouer aux échecs. Elle sait faire que quelque chose. Donc en fait, les questions de conscience des machines, de psychologie, etc., ça se pose pour des modèles et des machines qui sont conçus pour ça. Et en particulier, on parle d'agents conversationnels, donc d'agents qui vont être capables de discuter avec des personnes. On parle aussi de chatbots de temps en temps. Et il y a des chercheurs en psychologie qui conçoivent des chatbots d'intelligence artificielle pour des études de psychologie. Mais c'est quand même très spécialisé. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas commencer à croire que parce qu'une machine est capable de faire du résumé, elle a aussi un fond psychologique. C'est pas du tout le cas. Je vous pose cette question parce qu'il y a toujours des grands débats. On voit, si on regarde, pour ou contre l'intelligence artificielle, comme si on pouvait être pour ou contre, ce qui est sans doute un peu idiot, mais il y a beaucoup de fantasmes et parfois de peur, comme si, avec cette idée que la machine pourrait devenir autonome. C'est ça qui crée un peu, parfois, la crainte de l'intelligence artificielle. C'est des débats qui sont tout à fait légitimes. Et de toute façon, l'intelligence artificielle, en fait, moi, la manière dont je le décris, c'est que ça définit un ensemble d'outils qui sont capables de faciliter et de rendre plus rapide ou moins compliqué un innombrable ensemble de tâches. On a parlé un petit peu de traduction, de simplification. Il y en a énormément. Donc, c'est des outils. Donc après, moi, j'aime bien séparer les outils des usages. D'accord ? Oui. Donc, en fait, par exemple,
la traduction automatique. Donc, nous, on en fait beaucoup. Ça peut servir à énormément de choses qui peuvent permettre aux gens de communiquer, aux gens d'avoir accès à de l'information dans d'autres langues, aussi à des gens de famille de s'échanger des informations. Il y a énormément d'usages. Je pense qu'on s'en sert beaucoup de la traduction automatique. Je pense que personne dirait qu'il faut arrêter la traduction automatique. Mais néanmoins, on voit quand même des pirates informatiques, on voit quand même des gens qui font du spam, qui se servent énormément de la traduction automatique parce que, en fait, au lieu de pouvoir spammer simplement en anglais, maintenant, ils peuvent spammer en 30 langages. Donc, ça, c'est un usage qui, évidemment, qu'on condamne. Mais en fait, ça ne veut pas dire que parce qu'il y a cet usage, tout le champ de la traduction et tout le champ est à jeter. Donc, il y a vraiment, je pense, les enjeux sont plutôt où est-ce que ça va et comment est-ce qu'on l'applique. Une des grandes questions qui a été posée par l'intelligence artificielle, c'est celle de la reconnaissance faciale. C'est très facile pour une machine de faire de la reconnaissance faciale. Il y a beaucoup de recherches là-dedans. C'est quelque chose que les machines arrivent à faire très bien. Voilà. Eh bien, ça ne veut pas dire que donc la machine peut le faire. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire. Donc, il y a vraiment deux enjeux. Et par exemple, à Meta, on a annoncé l'année dernière qu'on a arrêté toute la reconnaissance faciale dans tous les services qu'on avait. Avant, si vous vous rappelez Facebook, il y a quelques années, on pouvait taguer les gens parce qu'en fait, ils étaient reconnus dans les images, on pouvait les étiqueter. Voilà, c'est plus possible. On a arrêté. On peut le faire. Techniquement, c'est faisable. On pense qu'éthiquement, on ne veut pas le faire, donc on l'arrête. Voilà. Donc, pour moi, il y a vraiment un enjeu entre ce que la technologie peut faire et quels sont les usages. Et en fait, finalement, ça rejoint beaucoup de débats sur la technologie. Alors, dans ces débats, il y a cette tribune dont on parle beaucoup, qu'avait signé notamment Stephen Hawking et Elon Musk. C'était sur les robots. Alors, qui disait, voilà, il y a un danger le jour où les robots vont s'apercevoir qu'il y a juste les humains qui peuvent les débrancher. Bah, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se révolter contre les humains. Hein, c'était cette première critique. Il y en a une autre alors, qui est d'un chercheur qui s'appelle Stuart Russell, qui dit, lui, c'est l'accident. Il dit, par exemple, si on demande à l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui augmente, par exemple, la température du climat. Et l'intelligence artificielle va se dire, c'est l'activité des hommes. Donc, le plus simple, c'est de supprimer les hommes. Il parle de l'accident, enfin, de l'intelligence artificielle. Vous en pensez quoi de ça? Est-ce qu'il faut être aussi inquiet que ça? Ou est-ce que c'est plutôt les bénéfices sont plus forts que les risques? J'en pense deux choses. Un, je pense que c'est important que des experts comme Stuart Russell, que je connais personnellement par exemple, et d'autres posent des questions, posent des débats. C'est-à-dire que c'est important. Moi, je pense que le danger, c'est plutôt que la technologie arrive sans crier gare et qu'en fait les gens soient surpris. Et quand je dis les gens, c'est les utilisateurs, c'est les législateurs, etc. C'est-à-dire que je pense qu'il faut mettre les débats sur la table. Donc ça, c'est après, sur l'aspect, la machine va décider que pour sauver le climat, pour sauver le climat, il faut supprimer les humains. Voilà, oui, c'est complètement du fantasme et de la science-fiction. C'est-à-dire, ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui l'aurait attaché à un logiciel qui permettrait de supprimer. Donc, ça ne veut pas. On peut faire des logiciels, des machines qui vont faire des raisonnements abracadabrantesques. C'est pas difficile. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces raisonnements-là? Est-ce qu'on s'en sert, etc. Donc voilà. Donc je pense qu'il faut être un peu raison gardée. Moi, Stuart Russell va un petit peu loin. Il a aussi une métaphore sur la fabrique de trombones. Voilà. Que je peux vous dire si vous voulez. Oui. Il faut faire attention. Allez-y sur cette métaphore. Oui, alors la fabrique de trombones, c'est de dire que si jamais on construit une machine dont l'objectif, une intelligence artificielle dont l'objectif est de construire des trombones, d'accord, et qu'on ne la fait pas de bonne façon, eh bien en fait on peut la laisser tourner, elle va s'auto-tourner et elle va s'auto-grossir et on va retrouver avec la Terre qui va être complètement recouverte de trombones. Voilà. Pour moi, ça vaudrait la même image. C'est-à-dire que oui, mais encore une fois, c'est une vue de l'esprit, c'est des expériences de pensée. Je ne pense pas qu'il y a des fondements technologiques là-dedans. Non, mais c'est toujours un peu la même question, celle qu'on posait avec l'arme atomique, par exemple. C'est-à-dire que ce sont quand même des constructions qui risquent à un moment d'échapper à l'homme. C'est un peu ça qui fait nos craintes, non? Au fond, c'est le problème qu'on a avec toutes les constructions qui sont tellement intelligentes qu'elles peuvent échapper. C'est la crainte que les gens ont, c'est ça? Oui, non, tout à fait. L'utilisation qu'on en fait. C'est quand même quelque chose qui est très intéressant avec l'intelligence artificielle actuellement, c'est que c'est un effort qui est complètement global sur la planète, donc déjà par rapport à l'arme nucléaire qui était par certains pays, donc c'est global.
et c'est surtout énormément porté par la communauté open source. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart de l'intelligence artificielle est dans un logiciel libre. Donc, ça veut dire qu'en fait, moi, ce que j'aime beaucoup dans cette communauté, c'est que finalement, ça donne beaucoup d'opportunités aux gens de se lancer dans l'intelligence artificielle, puisqu'ils peuvent avoir accès au logiciel libre pour commencer à construire. Et aussi, ça permet aussi aux gens de regarder, en fait, les experts en intelligence artificielle aujourd'hui, ils peuvent regarder dans le code en logiciel libre, regarder où est-ce qu'on en est, etc. On n'est pas dans des choses où, en fait, il y a un programme secret pendant 30 ans et on va rien en entendre parler. On est vraiment dans l'extrême inverse où on en parle beaucoup. Et comme ça, au moins, c'est sur la place publique. Oui, il y a une sorte de démocratie, si on peut dire, voilà, de ces intelligences artificielles. On va peut-être passer, si vous êtes d'accord, au deuxième thème, alors que je vais aborder, c'est le métavers. Alors, le 28 octobre dernier, Mark Zuckerberg annonçait la naissance de Meta. On a dit vous-même, Antoine Borde, vous êtes le responsable de la recherche IA chez Meta. Meta, si j'ai bien compris, hein, ça regroupe les activités de Facebook, d'Instagram, de WhatsApp, enfin, de ce qui appartient, voilà, en gros, de ce qu'a fondé Zuckerberg. Hein, c'est bien ça. Tout à fait. En fait, avant, il y avait une ambiguïté, puisqu'en fait, le groupe s'appelait Facebook. Et il y avait aussi, mais Facebook, il y avait aussi l'application Facebook. Mais en fait, il y avait aussi l'application Instagram, WhatsApp. Donc pendant des années, en fait, quand on disait Facebook, est-ce qu'on parlait de l'entreprise, de l'entité juridique de l'entreprise, ou de l'application? Bon, bah là, au moins, il n'y a plus d'ambiguïté. Il y a une application qui s'appelle Facebook, qui continue à fonctionner. Il y en a d'autres. Et il y a un groupe qui s'occupe de ces applications, qui développe, qui s'appelle Meta. Alors, méta, c'est pas neutre, hein, parce que ça renvoie à ce nouvel univers qu'on appelle le métavers. Je crois d'ailleurs que les investissements de votre groupe sur le métavers dès cette année sont assez considérables. Hein, je crois que c'est dans les 10 milliards de dollars. Est-ce que donc Meta, ça veut dire que, au fond, vous êtes en train d'inventer, de mettre sur pied ce nouveau monde qu'on appelle le métavers? Alors, en fait, moi, ce que j'aime beaucoup avec cette direction, et on va en parler, c'est déjà qu'en fait, on ne prend pas les gens par surprise. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un changement de nom de l'entreprise, il y a une direction stratégique qui est annoncée. On va aller vers la création du métavers et on va aussi en parler de qu'est-ce que ça veut dire. Mais aussi, on le fait avant que ça soit construit et avant que ça soit clairement défini de ce que ça va être. Donc, en fait, il y a cet enjeu de dire que on ne veut pas surprendre les gens en disant voilà, regardez maintenant, à partir de demain, on peut aller dans le métavers, il est fait comme ça, etc. Il y a vraiment un aspect de co-construction, donc ça va être pas à pas, ça va aller vers là. Donc, ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant. Et une des premières briques, et bon, on voit Mark Zuckerberg qui est important, c'est ces objets-là. C'est les casques de réalité virtuelle qui sont finalement sur le marché depuis quelques années déjà. Et celui-là, c'est le Quest 2. Et donc, en fait, il y a eu déjà des briques. Et donc, en fait, effectivement, là, maintenant, il y a une annonce qui dit maintenant, on a mis pas mal de briques, on va y aller, mais on va y aller aussi en vous expliquant au fur et à mesure où on va. Donc, ça, c'est le premier point que je trouve intéressant. Donc, la deuxième question, c'est on va aller où? Du coup, parce qu'on va y aller, mais on va où? Et donc, en fait, le point là, c'est que c'est pas très clair, mais il y a quand même certains éléments qui sont très très importants. Un, il n'y aura pas un métavers. C'est-à-dire, d'ailleurs, métavers, voilà. Ça, c'est une des questions. Et vert, univers, c'est la même racine. Hein. Il y a univers, oui, c'est ça. Un univers, et métavers, c'est plusieurs vers qui sont plusieurs univers. Donc, ça sera dans le futur, il y aura des lieux et donc et dans lesquels on va aller. Je ne vais pas dire on pourra, je pense qu'on va aller, mais à différents degrés. Et le métavers, ça sera l'union de tous ces lieux. Donc, vous pouvez voir ça comme étant finalement un centre commercial ou plutôt, je pense que c'est mieux une foire, un salon où il y a plusieurs stands. Et en fait, les stands sont amenés par plusieurs entreprises différentes, par plusieurs entités différentes, mais on peut naviguer de l'un à l'autre puisqu'on passe d'un stand à l'autre. Donc ça va être un peu l'enjeu. Pourquoi est-ce qu'on va aller dans ces stands-là et qu'est-ce qu'ils vont faire et pourquoi Meta s'intéresse à ça? On peut creuser, mais le point le plus important, c'est que c'est vu comme le futur d'Internet. C'est ça. Et Facebook, depuis la création, a toujours eu pour mission de permettre aux gens de se connecter.
Ça a commencé avec les amis, après ça a été avec les informations, Instagram c'est entre les créateurs et les utilisateurs, WhatsApp c'est de la messagerie. On peut regarder toutes les applications. Le point central, c'est de permettre aux gens de se connecter et de faire des groupes de communautés. Le métavers, c'est la nouvelle version de ça. C'est-à-dire qu'en fait, dans le futur, et ça va être un futur assez proche, on va pouvoir se rencontrer, se retrouver, se connecter en famille, au travail, entre les marchands et les acheteurs, etc., dans une version d'Internet qui sera ce qu'on appelle incarnée. C'est-à-dire qu'au lieu d'être un écran plat comme ça, en 2D, comme je suis aujourd'hui, eh ben, on pourra être en 3D dans un environnement pour faire des choses qu'on peut faire sur Internet et des choses qu'on ne peut pas encore faire sur Internet. Alors je retiens une chose parce que ça c'était un des débats et c'est très important que vous nous le disiez. Il y aura plusieurs métavers parce que il y a qui disent il y aura peut-être qu'un seul monde, ce monde comme il y a un univers, il y aurait qu'un métavers. Non, vous dites il y en aura plusieurs dans lesquels on pourra aller les uns les autres. Alors, un exemple juste pour illustrer ça, c'est l'annonce très récente de Microsoft qui a racheté Activision Blizzard, qui est le plus gros studio de jeux vidéo, qui a racheté pour je crois 65 milliards de dollars. Donc c'est quand même très cher, c'est une activité colossale. L'enjeu, c'est qu'effectivement, c'est de créer une division qui va permettre de faire du divertissement, et en particulier du jeu vidéo, en métavers. Donc je prends ça comme illustration parce que c'est finalement, Microsoft n'a pas changé de nom, mais cette acquisition et l'investissement qu'ils font fait aussi de dire que Microsoft va aller très fortement vers des enjeux métavers, eux avec un angle qui est très jeu vidéo et gaming, alors que Facebook là plutôt sur la communication. Mais vous voyez, la direction où ça va est quand même très et ça corrobore ce que vous disiez, c'est-à-dire que c'est un monde vers lequel on va aller de toute façon. Alors, je reviens sur ce que vous disiez. Vous disiez, voilà, ça, au lieu d'être en 2D comme ça, machin, on va être en 3D, c'est comme si on était ensemble. Mais c'est quand même un monde virtuel dans lequel, si j'ai bien compris, on va passer par un avatar, on va créer un avatar de soi-même. C'est-à-dire que c'est pas tout à fait soi qui va dans ce monde, c'est son avatar. Exactement. Donc, ça fait partie des... D'ailleurs, c'est ce que vous avez juste derrière vous sur les écrans. Ça fait partie des choses à définir et des territoires aussi de liberté que ça offre. C'est-à-dire qu'en fait, quand on va se projeter dans cet univers, on va pouvoir avoir le choix de la façon dont on veut se projeter. Est-ce que j'ai envie de me projeter comme je suis habillé aujourd'hui, de façon très réaliste, rasé, ou est-ce que j'ai envie de me projeter rasé? Est-ce que j'ai envie de me projeter bronzé? Est-ce que j'ai envie de me projeter avec un costume? Est-ce que j'ai envie de me projeter avec une autre apparence? Voilà. Donc, les gens qui réfléchissent beaucoup à ça se disent que de toute façon, il y aura plusieurs avatars, comme on a plusieurs habits. D'accord? Donc, il y a un habit pour le week-end, il y a un habit quand on va au travail, il y a un habit quand on va peut-être en soirée, etc., quand on est bien habillé. On aura plusieurs avatars aussi. Et il est possible qu'un avatar du week-end, par exemple, pour aller jouer avec des amis, faire un jeu qui peut être un peu loufoque, va être très différent de l'avatar du lundi après-midi, où on a une réunion dans le métavers avec son équipe, où là, tout le monde aura des avatars peut-être plus classiques. Donc, il y a tout cet enjeu d'avatar. Et la recherche qu'on fait, par exemple, dans mon laboratoire et avec le laboratoire de réalité virtuelle aussi, avec qui on travaille, c'est comment créer ces avatars. Et en particulier, il y a quelque chose qui est difficile mais intéressant. Comment créer des avatars qui sont extrêmement photoréalistes. Ça ne veut pas dire que les gens voudront les utiliser tout le temps. Ils pourront utiliser des choses qui sont très différentes. Mais on aimerait bien que parmi les options, il y ait des avatars qui soient vraiment très réalistes, avec les pigments de la peau, la façon dont on bouge, etc. Comme ça, vraiment, on se retrouve dans quelque chose qui est très réel, alors, en tout cas de l'apparence. Et ça, c'est effectivement extrêmement difficile à faire. Et on revient en arrière, parce que là, c'est grâce à l'intelligence artificielle, je suppose, qu'on va créer ces avatars. On est extrêmement connecté. Il y aura beaucoup d'intelligence artificielle dans le métavers. Mais alors, on voit assez bien les images qu'on a autour de nous, on est dans le jeu. Et on voit assez bien les avatars dans le jeu, le 3D, comment ça peut, machin, on joue au tennis, on fait ce qu'on veut, enfin bon, c'est assez facile. Mais là, on voit que ça prend une autre dimension, c'est-à-dire que ça prend une dimension entrepreneuriale, ça prend une dimension même financière. Par exemple, il y a une chose sur laquelle qui m'a interrogé, c'est qu'on voit beaucoup, par exemple, d'achats de terrains virtuels sur le métavers, déjà, ça existe déjà, et à des prix important, très important même. Et on se dit, mais à quoi ça sert d'acheter un terrain virtuel? Un terrain, on comprend, on peut construire une maison, y habiter, mais un terrain virtuel. Oui, mais encore une fois, c'est la suite d'Internet. Donc je pense que c'est vraiment la bonne image à voir.
des gens, quand Internet a commencé, les gens et les marques en particulier ont acheté aussi du terrain sur Internet. On ne s'en rappelle pas, mais c'est les fameuses bannières publicitaires. C'est du terrain en 2D. C'est-à-dire que sur une page, on achetait la colonne de droite, on achetait la colonne du haut, D'accord. et on affichait une pub. D'accord. Là, maintenant, dans le métavers, il va y avoir le pari de ces. Alors évidemment, c'est les précurseurs de ces gens qui créent ces terrains et des gens qui les achètent. C'est de se dire que ces terrains, ils vont être traversés par des gens. C'est-à-dire que des gens vont y passer, soit pour aller acheter des choses sur le terrain, parce qu'il y a aussi des magasins qui vont se créer, donc on va acheter. Soit, en fait, j'aurai un terrain qui est bien placé, des gens où il y a du trafic dessus, donc je vais pouvoir mettre des pubs dessus. Exactement comme les bannières, exactement comme avant, les panneaux sur les bords de la route. Donc, on est un peu sur la même logique. Est-ce que l'achat de ce terrain, c'est une bonne idée aujourd'hui? Ça, je ne sais pas. Je ne suis pas un expert en marketing digital. Mais en tout cas, c'est cette logique-là. Il y a quelque chose. Donc, il y a cet enjeu business, un peu marché et commerce. On pourra en parler. Il y a aussi un autre aspect qui, à mon avis, est encore plus près de nous. C'est l'aspect du travail et qui a été accéléré énormément avec la pandémie. Voilà, on fait cette interview en visioconférence. On a tous fait énormément de Zoom. On a tous fait énormément de visioconférences. Eh bien, le métavers, ça permet de faire des réunions au lieu d'être par écran interposé, d'être assis autour d'une table. On est chacun chez soi avec son casque, mais on est autour d'une table avec des avatars virtuels. Et ça, c'est déjà des choses que nous, on fait dans mon équipe comme des réunions. On est répartis à plusieurs endroits du globe et on fait des réunions en réalité virtuelle. D'ailleurs, il y a Meta et Facebook, c'est une entreprise très innovante, mais plus les entreprises d'ailleurs sont innovantes, je pense aux startups, et plus il y a des modes de travail innovants comme celui-là qui sont arrivés même avant la pandémie, qui a obligé beaucoup d'entreprises à y recourir. Hein. C'est assez intéressant. Il y a aussi beaucoup, j'ai vu qu'il y avait beaucoup aussi de boîtes de mode, de luxe, de joaillerie qui s'intéressent aussi à ça. Là aussi, ça. Mais en fait, c'est un peu toujours la même idée. C'est que encore une fois, moi, ma conviction, c'est que ce n'est pas un futur possible, c'est que c'est un futur probable. Mais après, donc il va y avoir du marché qui va être fait, il va y avoir des prises de marché, il va y avoir des achats qui vont être faits. Ce qu'on ne peut pas vraiment quantifier, c'est combien. Et moi, il y a quelque chose aussi qui est extrêmement important et ce qui est clair, c'est que ça ne remplace pas le monde réel. Des fois, il y a des gens qui disent « Ah oui, on va… » Non, en fait, ça remplace, je pense, notre présence online. On passe déjà beaucoup de temps sur les écrans, sur des téléphones ou sur des ordinateurs. Je pense que ou devant la télé, ou devant les jeux vidéo. Donc voilà, ça, c'est des usages actuels. Je pense que de ce temps-là, il va y en avoir qui va se déporter vers le métavers. Je ne sais pas combien, etc. Mais c'est en tout cas mais le fait d'aller au restaurant en physique, de voir ces gens en vrai, je pense que ça ne va pas être remplacé. Ça sera un peu… Voilà. Oui, ça ne va pas être un monde où on va rester tout seul chez soi sur son canapé avec son casque toute la journée. Quoi. On pourra sortir quand même. Il y a aussi des enjeux. Ça fait aussi partie de la construction un peu globale. C'est de dire, OK, on est déjà des gens lèvent la sonnette d'alarme pour l'addiction, pour l'isolement. Donc, on peut travailler déjà très en amont sur ces questions-là, au lieu de se rendre compte après et dire « Ah mince, si j'avais su, j'aurais fait différemment ». D'ailleurs, il y a des créateurs de mode qui disent voilà, on pourra acheter une robe sur le métavers, la faire porter à son avatar, et puis peut-être après, si ça nous plaît, peut-être la refaire venir dans le monde réel. Enfin, c'est possible. Il peut y avoir des interactions. Mais il faut voir que quand on passe, je ne sais pas moi, combien de temps on passe au bureau dans la journée, je sais pas, 3, 4, 5, 6, 7, 8 heures. L'avatar, même si on y passe 2-3 heures par jour pour le travail, c'est quand même beaucoup de temps. Donc en fait, il va y avoir forcément un moment où les utilisateurs vont vouloir avoir différentes tenues, etc. Et comme dans le monde réel, il y a des gens qui n'ont aucun intérêt pour leur apparence, on prenne un peu ce qui passe, et ils ont en fait un avatar. Et il y a des gens qui veulent afficher qu'ils sont dans le vent, qui veulent afficher qu'ils sont à la dernière mode, qui veulent afficher qu'ils ont des moyens. Et donc, en fait, il y aura des options. On pourra acheter des objets rares. Et donc, ça connecte avec un mot-clé aussi qui est très important et qui est aussi connecté au métavers, même si on ne fait pas attention, qui sont les NFT. Les NFT, les non-funding tokens. Voilà, donc les NFT, c'est ces pièces de code, donc c'est informatique qui sont uniques. Donc on peut marquer comme étant unique. Eh bien,
effectivement, cet NFT, on va pouvoir avoir une robe, par exemple, NFT. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, je l'achète à une marque, par exemple, ou à un créateur d'ailleurs qui n'est pas une marque. Hein. C'est aussi la révolution. Ça va être des gens qui vont pouvoir arriver, faire des choses, des NFT que les gens voudront, et peut-être qu'ils vont changer un peu la balance entre les marques classiques et les nouvelles marques. En tout cas, je pourrais acheter une robe, un NFT, mon avatar la porte, et après, je la porte peut-être pour aller au travail. Et après, quand je vais faire un jeu avec des amis, ben, je la porte aussi. Et les gens vont me dire, ah, c'est quoi cette robe? Ah ben je l'ai acheté, machin. Ah ben ça m'intéresse. Donc, il peut y avoir ces choses-là. Donc, évidemment, c'est des objets virtuels. Mais c'est pas très différent que d'acheter une paire de chaussures réelles qu'on va mettre une fois, mais pour un événement. Voilà. Donc, il y a, encore une fois, c'est une évolution. On va voir ce que ça va donner. Le NFT, c'est au fond le marqueur qui fait que vous êtes le seul propriétaire de ce bien virtuel, hein, c'est ça? Oui, vous êtes le seul. Donc ça fait la rareté et ça fait l'unicité. Alors qu'effectivement, dans le virtuel, vu qu'on peut copier les fichiers, à la base, on pourrait dire, OK, bah, si j'achète une paire de chaussures, je ne sais pas moi, 500 €, mais en fait, c'est virtuel, mais c'est un fichier, et qu'en fait, on peut se l'envoyer par mail et les gens peuvent la reproduire à l'infini, il n'y a plus de valeur. Donc, alors que là, effectivement, pour la NFT, l'enjeu, c'est que c'est une pièce de code qui n'est pas modifiable et qui est authentifiée. Voilà. C'est ça. Et c'est authentifié par ce qu'on appelle un blockchain, mais enfin bon, on ne va pas pouvoir tout. Alors, ça dépend beaucoup. Il faut dire simplement que. La blockchain, les NFT, le métavers, en fait, tout ça est connecté très fortement. Et il faut ajouter que tout ce marché se fait évidemment en crypto-monnaie. Hein. La plupart du temps. Il va y avoir des vraies monnaies aussi, mais effectivement, les métavers vont souvent venir avec leur propre monnaie. Ce qui est déjà le cas. Hein. On n'en a pas parlé, mais il y a déjà des métavers qui sont en activité. On parle par exemple de Roblox, qui est très très populaire chez les jeunes adolescents ou préadolescents américains et européens, entre 8 et 12 ans par exemple, pour faire des jeux. Donc c'est un environnement en 3D. Les enfants se font un avatar et après ils peuvent jouer à un ensemble de jeux et leur avatar va d'un jeu à l'autre. Et il y a une monnaie dedans et on peut acheter des objets et on peut habiller son avatar, etc. Un autre jeu un peu de type Metaverse qui marche aussi très très bien, c'est Fortnite. Fortnite, qui est un jeu qui a énormément de succès, qui fait un revenu colossal. Ben, Fortnite, on peut avoir un avatar aussi qu'on équipe, hein, et il peut aller d'une partie à l'autre. On peut l'équiper. Il y a même des communautés où en fait les gens se retrouvent pour jouer, mais pour discuter aussi. Il y a eu des concerts de personnes réelles qui ont fait un concert avec leur avatar dans Fortnite où les gens vont assister. Donc c'est ça, c'est pour ça que je dis c'est pas peut-être un futur possible, c'est déjà là. Oui, c'est un futur. On va voir comment ça va être fait. Et d'ailleurs, puisqu'on parlait des NFT, le monde de l'art est déjà très lié aux NFT. Et d'ailleurs, Art Basel, enfin l'édition de Miami d'Art Basel a consacré une de ses parties aux NFT, puisqu'il y a des œuvres d'art qui sont vendues jusqu'à 69 millions en NFT justement. Pour conclure, parce que finalement, c'est passionnant ce que vous racontez, ce que vous nous dites, ce que vous nous expliquez. Et finalement, c'est assez bien parce que ça nous montre un monde, au fond. C'est un monde nouveau quand même, incontestablement, mais qui est... Alors, il y a plusieurs façons de le voir, mais la façon dont vous le décrivez, c'est plutôt un monde plutôt excitant finalement, non? Moi, je pense que oui, mais... Je pense qu'il faut le faire de façon responsable et le faire avec des bons principes. Et je pense qu'on essaie de s'y attacher. Et je pense que le premier principe qu'on a mis en place, c'est de le faire de façon ouverte en disant OK, on va aller vers là. Et comme ça, au moins, les questions arrivent tout de suite. Encore une fois, plutôt que de le faire a posteriori et de dire voilà comment on l'a fait, c'est trop tard, c'est clair. Donc après, c'est hyper excitant, je pense, pour plein d'enjeux. On parle des enjeux aussi de transport, de voyage. Oui. Comme un monde il n'y a pas si longtemps où on pouvait traverser le monde pour faire une réunion de 2-3 heures. C'était quand même assez, ça arrivait, mais encore beaucoup. Maintenant, on peut le faire en visioconférence. Les gens ne veulent pas le faire parce qu'on n'a pas l'interaction pareille. Peut-être que dans 2 ans, ça sera vraiment complètement quali parce que je mets mon masque, hop, on se retrouve dans la même salle, on peut discuter, etc. Et voilà. Donc il y a des enjeux, je pense, de connexion qui sont, à mon avis, assez forts. Il y a des enjeux de création qui vont être extrêmement novateur. Hein, vous avez mentionné les artistes. Il y a tout un nouveau monde de l'art qui va s'ouvrir. Et les NFT font qu'en fait, cet art peut être rentable pour les artistes
C'est ça le changement. C'est-à-dire qu'en fait, avant, on pouvait faire des œuvres d'art virtuel, vidéo, etc., extrêmement créatives, mais c'était difficile de les monnayer, puisqu'en fait, elles pouvaient être copiées à l'infini. Ben là, c'est plus le cas. Donc l'art, les créateurs, je pense la mode, les jeux vidéo, etc., il va y avoir énormément de création. Donc voilà, et qui va être, à mon avis, superposé et ajouté au monde réel. Et on a des entreprises françaises, faut quand même le dire, parce que je travaille pour une entreprise américaine, mais dont le laboratoire est basé à Paris. Et on a aussi d'autres entreprises françaises qui se positionnent très très bien sur ce créneau-là aussi, avec des talents. On a des talents très très forts en 3D, on a des talents très très forts en jeux vidéo, Ubisoft par exemple, et on a aussi des créateurs et des entreprises qui font la production de contenu, de divertissement, des films, des séries en 3D et en métavers. Donc c'est aussi quelque chose dont on n'a pas trop parlé, mais les séries, les films du futur, ça sera aussi des séries peut-être en fait, qui se déroulent et où on est dans l'action. Et en fait, ça se déroule et on peut suivre, etc. Donc c'est une nouvelle façon de voir le divertissement et on n'est pas trop mal placé en France. C'est vrai qu'on est très bien placé. Écoutez, Antoine Borde, merci infiniment de cet éclairage passionnant. Merci d'avoir accordé un peu de votre temps, dont je sais qu'il est assez précieux, parce qu'on travaille beaucoup quand même dans les boîtes comme les vôtres. Hein. Merci beaucoup. Et peut-être à très vite, le voilà, pour d'autres éclairages. De temps en temps, ça serait bien qu'on fasse cette discussion. Merci pour l'invitation et bonne continuation. Merci. Merci.